Badinter à l'époque et toute la gauche depuis et Macron en même temps font je dirais, la ripollinisation de leur propre statut et ils ne s'occupent pas de la France. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, abonnés de notre application, abonnés également de la chaîne YouTube où vous serez bientôt 500 000 à nous avoir rejoints en 3 ans. Nous nous félicitons de ce succès. Nous nous félicitons aussi du succès du dernier numéro, Congo Silence on tue, qui est encore, si vous ne l'avez pas encore, il est disponible en kiosque dans 5000 points de vente en France. C'est là aussi une des promesses qu'on a faites quand on a lancé Omerta, c'était de se rendre dans les endroits où les autres ne vont pas, de parler des choses qu'on ne veut pas entendre, et en l'occurrence, de réveiller un petit peu les consciences autour du drame qui se passe au Congo. Voilà, Congo Silence on tue, c'est dans 5000 points de vente en France. Aujourd'hui, avec une actualité extrêmement chargée, je reçois François Martin. Bonjour François. Bonjour. Alors François, vous êtes un habitué d'Omerta, vous venez très fréquemment. On va vous définir comme géopoliticien puisque vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous avez, et je tiens à le signaler, écrit 2 livres, l'un Ukraine, un basculement du monde, et ensuite Le temps des fractures, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, qui reviennent un petit peu sur la genèse du conflit et tout ce dont on débat finalement sur Omerta assez régulièrement. Mais avant de partir dans ces contrées lointaines, enfin pas si lointaines si on en regarde l'actualité puisqu'elle nous obsède et on en parle régulièrement, je voulais votre avis sur la canonisation laïque, on va dire, de Robert Badinter, son entrée au Panthéon, le discours d'Emmanuel Macron. Vous en pensez quoi? J'en pense beaucoup de mal. J'en pense beaucoup de mal parce que je pense que Badinter à l'époque et toute la gauche depuis et Macron en même temps font je dirais, la ripollinisation de leur propre statut. Et il ne s'occupe pas de la France. Vous pensez que Macron relève sa statue avec Badinter? Il essaye, bien entendu, il essaye de sauver ce logiciel de gauche, comme quoi le fait d'être pacifiste, c'est-à-dire de dire à tout le monde, de toute façon, quoi que vous ne fassiez, je ne me défendrai pas et je ne vous tuerai pas, c'était quelque chose qui était en soi une valeur supérieure, etc. C'est pas vrai. Quand on y réfléchit, c'est pas vrai. Si c'était vrai, il n'y aurait pas d'armée. On affirmerait le pacifisme comme une valeur suprême. À ce moment-là, il faut désarmer nos armées. Il faut les armer avec des bâtons, mais pas avec des fusils. Donc, le propre d'un État digne de ce nom, qui défend une nation et qui a des dizaines de millions de personnes à protéger, je dis bien, c'est de dire, si vous me touchez, je vous tuerai. C'est ça le sens de la dissuasion nucléaire. Si vous rentrez chez moi, je vous tuerai. C'est ça. Quand on réfléchit comme un homme d'État, c'est ça. Or, le fait de ne pas différencier dans la peine de mort, les peines de mort pour des raisons qui touchent à l'État et pour des raisons qui touchent aux personnes, c'est gravissime parce que ça prouve que Badinter, pas plus que les gens qui l'ont défendu et appuyé, ne pensent à l'État. L'État doit dire, si vous me touchez, je vous tuerai, parce que je défends 60 millions de personnes. Moi. Par contre, que l'on dise, un homme a tué sa femme, ou une femme a tué son mari, ou un type a tué son voisin, ou un malfrat a tué des gens, etc. Ça, on peut dire que c'est dans le cadre, on peut invoquer la faiblesse humaine et de dire que dans ce cadre-là, la peine de mort peut ne pas être obligatoire, je dirais. Mais il faut impérativement différencier, et je ne l'entends nulle part, ce qui concerne les crimes d'État et les crimes contre les personnes.
Par exemple, un grand voleur qui a volé l'État ou quelqu'un qui est coupable de haute trahison, pour moi, peut mériter la peine de mort, Alors, à mon avis. je voulais vous faire... Et alors, je vais terminer juste. Il y a un point, par exemple, un grand trafiquant de drogue, à mon avis, qui, par son action, a tué non pas une personne, mais des centaines ou des milliers de personnes et s'attaque à l'État, ou un terroriste qui s'attaque à l'État, mérite la peine de mort. Alors, il y a une question particulière, ça concerne les enfants. Parce qu'on se rend bien compte que l'enfant ne représente pas simplement une personne, mais représente, je dirais, l'avenir et l'espoir et de la société tout entière. Donc, symboliquement, l'enfant représente bien plus que sa propre personne. Donc, les crimes contre les enfants, c'est une question qui se pose. Mais en tout cas, ce que je trouve très grave dans cette affaire, c'est de ne pas différencier ce qui concerne les atteintes aux personnes et les atteintes à l'État. Les atteintes à l'État doivent pouvoir permettre la peine de mort, à mon avis. À l'époque, Robert Badinter avait dit « Je n'ai pas eu le courage de supprimer un à un les assassins de ma famille, alors j'ai créé la loi sur l'abolition de la mort. Pardon à toutes les victimes qui sont contraintes de croiser les assassins. » Ben, s'il dit ça, c'est que précisément, il dit à mots couverts, je l'ai fait parce qu'on m'a dit de le faire et parce que ça faisait bien dans l'idéologie socialiste, mais en fait, j'aurais dû faire le contraire. En gros, c'est ça qu'il dit. Donc, c'est le meilleur antidote à sa propre action. Ouais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'action et la présence omnipotente du syndicat de la magistrature, notamment dans des affaires d'État, ou pratiquement, enfin, concernant des personnalités de premier plan, comme Sarkozy, Fillon, Marine Le Pen, c'est l'héritage de Robert Badinter aussi? Non, je ne le pense pas. Je pense que c'est plutôt l'héritage de François Hollande, puisque c'est lui qui a institué le tribunal pénal financier, et il l'a institué comme une arme contre la droite. Moi, encore une fois, ce qui me gêne, c'est pas que Sarkozy soit en prison, c'est qu'aucun des autres le soit. Alors, où est le maire? Il n'est pas en prison. Où est Macron? Marlex a donné toutes les preuves de la culpabilité d'Emmanuel Macron dans l'affaire d'Alstom. Où est-ce qu'il est? Hollande n'a pas de casserole. Il n'y a personne à gauche qui est en prison. Le seul qui a été, c'est Cahuzac. Où est l'ancien président de l'Assemblée nationale, comment s'appelle-t-il? L'homme des mutuelles du Mans, il n'est pas en prison. Aucun d'entre eux n'est touché. Donc moi, Macron n'est que l'alibi d'un système oligarchique qui se protège et qui a choisi un bouc émissaire pratique. Je veux dire, c'est tout. Mais moi, je ne le vois pas, ni un effet de la magistrature peut-être, mais pas seulement du syndicat de la magistrature, mais du fait que c'est une justice, cette partie de la justice, je ne dis pas toute la justice politisée. Cette justice est politique, évidemment. D'ailleurs, elle ne touche que des gens de droite. Comment ça se fait? Il n'y a personne qui est corrompu à gauche. Voilà. Alors, en parlant justement, vous évoquez Emmanuel Macron, le fait qu'il s'accroche au pouvoir, le fait aussi que derrière lui, un certain nombre de personnes, y compris allant jusqu'aux députés, souhaitent conserver, on l'a bien vu ces derniers jours, leur petit précaré. Qu'est-ce que ça vous dit par rapport à de l'état du système en France aujourd'hui et de l'état de la France? Ah ben pour moi, c'est très clair que la Ve République a été construite comme une monarchie républicaine, puisque le président de la République de l'époque, Charles de Gaulle, a compris et a ressuscité le fait que dans son ADN, la France est une monarchie, pour tout un tas de raisons, parce qu'elle a des peuples très divers, parce qu'en même temps, il y a à la fois cet enfermement au bout de l'Europe et cette ouverture. Donc le système monarchique et la France est construite autour de ça. Donc il a reconstruit une monarchie avec un mandat à 7 ans, avec un président qui surplombe les partis, qui est sacré d'une certaine façon, même s'il ne reçoit pas son sacre à Reims. Il y a ça. Et il y a cette verticalité du pouvoir qui contraint les systèmes oligarchiques et qui assure à l'État l'ordre. C'est le chef qui fixe l'ordre, la justice
en particulier la justice économique et sociale, le fait que les gros n'écrasent pas les petits, et la défense des frontières. C'est ça les trois prérogatives d'un État. Et en septembre 2000, on a donc cassé le mandat à 7 ans pour en faire un mandat à 5 ans. Lorsqu'on a fait ça, symboliquement, on a décapité la République monarchique ou la monarchie républicaine une deuxième fois. Parce qu'on a fait redescendre le président au niveau des partis. Donc, quand les partis s'en vont, il s'en va. Quand les partis reviennent, il revient. Il est un des chefs, je dirais, des voleurs oligarchiques. Là, ce n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, on est face à un président qui s'accroche à son poste. Personne ne le contraint à démissionner. Mais il n'a pas de majorité et son groupe a été mis en minorité par rapport, ne serait-ce qu'au Front de gauche, aux dernières législatives. On est d'accord, mais symboliquement, il est dans le jeu. Il ne surplombe pas les partis. Le général de Gaulle disait « Le président de la République surplombe les institutions ». Là, il ne surplombe rien du tout. C'est un des chefs des voleurs. C'est ça qu'il est aujourd'hui. Et le fait justement qu'il soit obligé de batailler pour conserver sa place, pour moi, il n'est rien d'un monarque. Personne ne se réfère naturellement à lui pour dire quel est en dernier ressort, qui donne le là. Il est un des mis en place par les oligarchies et il s'accroche à sa place. Et d'ailleurs, il est dans un système de sable mouvant, parce que chaque fois qu'il bouge, il s'enfonce un peu plus. Donc, le fait de rechercher... moi, je trouve cette séquence actuelle absolument normale, naturelle. Bon, vous êtes bien le seul. Et bonne, c'est pour ça que je le dis. C'est-à-dire elle est naturelle, salutaire, vous voulez dire? Tout à fait. Parce qu'elle montre la fin de l'exercice, en fait. Parce que, en fait, le chaos fait partie de l'ordre naturel des choses. Quand on est dans la fin d'un système, le chaos fait partie de l'ordre naturel des choses et on est à la fin de cette république que je décris, qui n'est pas une cinquième, mais qu'une pseudo-cinquième ramenée à un mandat à 5 ans qui, à mon avis, dénature totalement la 5e République. C'est ça que je pense. Actuellement, on est en octobre 2025, l'élection aura lieu en mai 2027, donc un peu moins de 2 ans. Comment trouver une solution, puisque vous le dites, on est au bout du système. S'il y a dissolution, imaginons, oui, il y aura peut-être une majorité qui va se dégager. Il y aura, je pense. Mais vous pensez que c'est la solution? Oui. Face à un président qui, visiblement, ne veut pas démissionner. La solution, c'est que le régime tombe. Encore une fois, quand un fruit est pourri, ce qui est normal, c'est qu'il tombe. S'il ne tombe pas, c'est tout l'arbre qui pourrit, donc c'est normal qu'il tombe. Donc c'est normal que le Premier ministre ait sauté. Et à mon avis, il aurait dû... La séquence... il n'a même pas sauté, il s'est il s'est fait harakiri. Voilà. La séquence a duré trop longtemps, à mon avis. Je pensais, à partir du moment où la dissolution a été prononcée l'année dernière, que les choses allaient très vite. Cette année, en juin, là, 9 juin. Elles ont mis trop longtemps, à mon avis, à se produire. Donc... ça c'est normal. Je dirais que le pire, c'est l'eau qui chauffe progressivement et la grenouille qui ne s'en aperçoit pas. Là, la température est montée d'un coup et la grenouille a sauté. Donc on est, disons, dans une séquence que je trouve salutaire. Et puis les Français font, je pense, le bon constat. Et je pense que celui qui a accéléré le mouvement, c'est Bayrou, en fait. Parce que Bayrou s'est fait harakiri d'une certaine façon, à mon avis. Bayrou s'est fait harakiri parce qu'en fait, on est aujourd'hui, c'est comme ça que les Français voient les choses. Je pense qu'ils les voient quand on relit l'ancien livre de Marlex, c'est limpide. Les liquidateurs, c'est limpide. C'est une république des copains et des coquins aujourd'hui. Tout le monde se sert. Il y a 700 agences qu'on appelle les ODAC qui ramassent 140 milliards alors qu'on en cherche 40 milliards. On supprimerait la moitié de ces 700 agences, on récupérait 70 milliards. Donc, c'est pas compliqué. C'est en haut de la pyramide que tout le monde se sert sur le gras. Et en bas de la pyramide, il y a les jambes avec les gens, les petites gens et les retraités. Donc,
tout le monde, on sait très bien que l'entreprise ne marche pas parce que tous les directeurs piquent, et celui qui pique le plus, c'est le PDG de la boîte. On fait venir un comptable, qui s'appelle Bayrou, on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Le comptable examine la boîte et dit il faut baisser les salaires des ouvriers et des employés. C'est pas la question. La question, c'est de changer le système qui prévaut dans cette entreprise et de virer les voleurs. Voilà, c'est ça le système. Donc il faut changer, faire venir un homme fort ou quelqu'un qui assume l'autorité. Vous le voyez, l'homme fort arriver là ou pas? Aujourd'hui, non. Mais aujourd'hui, moi, si je dis comment je vois les choses. Mais dites ce que vous pensez. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de virer ce régime. Non pas ce président, mais ce régime. Et si on vire Macron, il y a une chance de virer le régime. Mais comment on fait les seuls qui peuvent faire sauter le régime aujourd'hui, à mon avis, c'est le Rassemblement national, parce qu'il faut une majorité pour virer les profiteurs, les coquins, Delphine Ernotte, enfin tous ceux qui se vendent sur le système. Bon, il ne peut y avoir un début de chasse aux sorcières que s'il y a une majorité claire qui se déclare, même si la majorité ne correspond pas véritablement à moi ce que j'attends pour la France, puisque je pense que dans une certaine mesure, le Rassemblement national est aussi corrompu, si je puis dire, entre guillemets, par la façon dont il envisage les choses. Il a voté la constitutionnalisation de l'avortement pour faire plaisir à la presse, etc. Tout un tas de choses qui, à mon avis, ne permettront pas le redressement de la France, véritablement. Mais par contre, ça permet la première partie de ce processus, c'est-à-dire le fait de virer tous ceux qui sont là et qui sont en place depuis 15 ans, 20 ans, etc. C'est-à-dire il faut désocialiser déjà ce régime, dans un premier temps. Puis après, on verra qui est-ce qui sort. Alors, tout ça, ce chaos, peut-être souhaitable parce qu'il montre les limites de l'exercice, tout à fait. En tout cas pour nous, donne une image à l'international relativement peu flatteuse. Très peu flatteuse. Une image qui d'ailleurs, il y a quand même un contraste assez énorme entre cet Emmanuel Macron qui vient... on va dire, applaudir les sentiments pacifistes démontrés par Robert Badinter et dans le même temps veut faire la guerre à la Russie. C'est ça. Il y a un peu de la schizophrénie ou c'est uniquement une histoire d'ego? C'est une histoire d'ego. De se mettre en avant, de faire parler de soi. C'est une histoire d'ego, bien entendu, puisque c'est permanent chez Macron. Il y a une schizophrénie. Et puis, je dirais, il y a également... un système, si on y réfléchit, absolument typique de la gauche. Enfin, depuis la Révolution française, on affirme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, liberté, égalité, fraternité, et en même temps, jamais on a coupé autant de têtes en aussi peu de temps et massacré autant de centaines de milliers de Vendéens, hommes, femmes, enfants. Donc, il y avait déjà cette schizophrénie totale dans le système de gauche. Donc, pour moi, le fait de cette célébration du pacifisme à la Badinter est constitutive d'une mode de pensée disant « moi je célèbre, je vais le dire, moi je célèbre la paix, le bien, mais seulement si tu n'es pas d'accord avec moi, je te massacre, je te tue, je te découpe. » Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc c'est une schizophrénie consubstantielle au système de gauche. Voilà. Par rapport à ça, il y a quand même des choses qui se passent dans le monde, et en particulier cette semaine avec l'accord qui a été signé entre le Hamas, Israël, sous la houlette de Donald Trump. D'abord, tout simplement, il vous épate ce Donald Trump il ne m'épate pas. Il ne m'épate pas, mais je dis qu'il est... il est totalement imprévisible et totalement versatile. Donc versatile, ça peut être bon dans un sens ou dans l'autre. Il a dit qu'il voulait la paix, il va peut-être l'avoir. On a fait un pas. Peut-être, on a fait un pas, mais moi je suis très sceptique. Parce qu'il y a eu un certain nombre de cas dans le passé où la paix était assez proche et en fait Netanyahou a tout fait pour la casser. Je suis sceptique parce que les chiens ne font pas des chats. Netanyahou affirme depuis qu'il est au pouvoir qu'il n'y aura jamais l'État de Palestine.
Or, et ça c'est ce qui m'étonne de plus dans le débat actuellement, tout le monde parle de cessez-le-feu, tout le monde parle de paix, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le mot paix? L'important et la raison de toute cette guerre, c'est l'indépendance de la Palestine. C'est ça l'affaire. C'est pas sûr que ce soit Mais tout à fait le cas du point de vue israélien, vous l'avez C'est ça souligné. le fond de l'affaire, c'est ça. Le 7 octobre, je rappelle que le 7 octobre n'est pas du tout le début de l'affaire. Je rappelle que Al-Haya, qui est donc, le négociateur en chef, il a perdu un de ses enfants en 2007, il a perdu sa belle-fille et son petit-fils en 2008, et il a perdu un autre de ses fils en 2014, et il a perdu un fils il y a quelques semaines avec le bombardement au Qatar. Donc il a perdu pratiquement toute sa famille, mais ce n'est pas depuis le début, le 7 octobre, c'est depuis 2007. Chez les familles palestiniennes. Voilà, depuis 2007. Donc ça veut dire que cette guerre et ces bombardements-là, il n'y avait pas eu d'attaque du Hamas sur les kibboutz en 2007, 2008, 2014. Ce sont les bombardements récurrents d'Israël sur Gaza, gratuits, que les Israéliens appellent tondre le gazon. Donc vous, faut pas se rappeler, je sais cette expression terrible, voilà. mais assez réaliste, hélas. Voilà. Donc vous quand on dit l'horrible 7 octobre, il faut parler de l'horrible bombardement de 2007, l'horrible bombardement de 2008, il faut parler de tout ce qui est horrible avant le 7 octobre et depuis le 7 octobre encore plus. Pourquoi est-ce qu'on utilise l'expression « ah oui, l'affreux 7 octobre » mais on ne parle pas de les affreux bombardements ultérieurs. Et c'est un processus qui malheureusement existe depuis 1948. Donc vous ne faites pas confiance en Netanyahou pour véritablement, sincèrement... Certainement pas. Vous pensez quoi alors? Qu'une fois les otages récupérés, comme votre Alexandre Delval que j'ai reçu également, et qui lui, pour lui, les Israéliens vont aller jusqu'au bout? Je le pense aussi, moi. Moi, je le pense aussi. D'abord, lorsque j'ai vu arriver ces 21 points qui sont devenus 20, d'abord, il y a une trahison de Trump. D'abord, la genèse, je pense, de cette affaire dont on ne parle pas, je pense, c'est que les Saoudiens et les gens du Golfe ont été extrêmement choqués par le bombardement du Qatar. Extraordinairement choqués. Mais ça, Trump a fait beaucoup de choses pour les rabibocher. Moi, je pense... parce que je les connais très bien, le système du Golfe, c'est un système de vassaux et de suzerains, c'est une suzeraineté, c'est un système médiéval, profondément médiéval, dans leur mentalité. Dans le système médiéval, le suzerain protège et le vassal donne sa fidélité. Donc un suzerain qui est censé protéger et qui permet qu'on vous bombarde, c'est plus un suzerain. Donc profondément dans leur tête, je pense que Trump est profondément discrédité. Mais Trump s'en est rendu compte. Il a provoqué le coup de fil de Netanyahou à l'émir du Qatar. Pour s'excuser, mais ça c'est encore une fois du ripollinage. Mais je pense qu'ils lui ont mis les points sur les i après le truc en disant si c'est comme ça, on se barre. Et c'est comme ça d'ailleurs que le lendemain de l'attaque, une délégation... on le sait très bien, une délégation chinoise s'est présentée au Qatar en disant est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse une base chinoise à côté de la base américaine? Et les Qataris n'ont pas dit non. Les Russes sont venus aussi. L'Arabie saoudite a finalisé son accord avec le Pakistan. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que les pays du Golfe, ils ont compris à qui ils avaient affaire. Ils veulent se décoloniser aussi. Alors, ils ne le font pas d'un seul coup. Mais aujourd'hui, le premier investisseur en Arabie Saoudite, si j'ai bien compris, ce n'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Donc, la Chine est très puissante dans cette région-là. Et la Russie aussi. En plus, la différence entre les armes chinoises et russes et les armes américaines, c'est que les Américains, quand ils te vendent les armes, ils gardent la clé d'utilisation. Donc, en fait, ils ne te vendent rien du tout parce qu'ils te vendent les avions, mais si eux ne mettent pas la clé, l'avion, il ne décolle pas. Donc, c'était une affaire de pognon, ça aussi, et de détournement d'argent, mais ce n'est pas une affaire véritablement de défense. Donc, je pense qu'ils se sont rendus compte du fait qu'ils avaient besoin d'assurer leur propre défense. Donc ça, c'est une prise de conscience. Et en plus, ils ont dit à Trump, maintenant on arrête de faire joujou, sinon on se barre dans le Grand Sud et on te laisse... Moi, je suis rentré dans l'Aramco déjà, à Al-Khobar.
Aramco. Aramco, c'est une ville américaine, entourée par des miradors, etc. Mais à l'intérieur, il y a une église, il y a du gazon, il y a des petits cottages. On est dans une ville américaine. Pourtant, ça ne s'appelle pas l'Amco, ça s'appelle l'Aramco. Ar, ça veut dire arabe, arabo-américaine. Mais il n'y a pas d'arabe là-dedans. C'est les Américains qui tiennent le robinet du pétrole complètement. Mais ça ne peut pas continuer ad vitam aeternam si l'Arabie saoudite veut un jour prendre son essor véritable, comme elle essaye de le faire avec son plan 2030. Et l'autre chose qu'il faut dire pour compléter le tableau, mais ça explique un peu ce qui s'est passé, c'est que tous ces pays, y compris l'Arabie saoudite, fricotent depuis longtemps avec Israël, y compris l'Arabie saoudite, avec toutes les entreprises qui participent au génocide palestinien, que ce soit Palantir, etc., etc. Ils ont investi dans ces boîtes-là, donc ils n'étaient pas clairs non plus quand ils disent qu'ils défendent la Palestine, ils n'étaient pas clairs non plus. C'est ça, à mon avis, qui a fait penser à Israël, on va leur foutre une bombe dessus, et puis le lendemain, ils sont revenus dans le jeu comme des toutous, etc. Donc je pense que les pays du Golfe ont une responsabilité dans ce qui leur est arrivé. En tout cas, ce que je crois après, c'est que Trump s'est dit, là, il faut bouger. Oui. Et que c'est ça qui a déclenché la première partie de la négociation, c'est-à-dire la mise au point du plan avec les pays du Golfe. Et ensuite, Trump, qui est quand même une crapule, a annoncé le plan avec Netanyahou en modifiant une certaine partie du plan, en particulier ce que Jacques Beau a rappelé, le 21e point qui disait qu'ils s'engagent à ne plus avoir le droit de tirer sur le truc, et hop, ce point a disparu dans le plan que Trump a annoncé avec les Netanyahou. Donc, moi, si je me mets à la place des pays du Golfe et que je vois ça, je me dis, ce Trump est indigne de confiance de toute façon. Ce qui n'empêche pas de négocier avec lui, mais il est capable de changer d'avis du jour au lendemain, dans un sens ou dans un autre. Alors, c'est pour ça que, pour moi, la question qui va se poser, parce que, évidemment, moi, je pensais que, compte tenu de ces conditions, le Hamas refuserait. Bon. Pourquoi il a accepté ? Alors, il a accepté parce que le Hamas pense toujours en termes de politique. Il sait qu'on gagne une guerre insurrectionnelle par la médiatisation et par la politisation. C'est la guerre du Vietnam, voilà. Donc, ils se sont dit, si on accepte, on se met un peu plus profondément encore dans la peau de la victime. C'est-à-dire qu'on va enlever... Ils savent qu'Israël va les frapper à nouveau. Ils en sont persuadés. Et du coup, ils jouent à fond la carte internationale. Ils jouent la carte internationale et en particulier des opinions publiques. Et la carte en particulier de l'opinion publique américaine. Parce que c'est ça qui est le point faible des dirigeants américains, c'est l'opinion publique américaine. D'autant qu'un sondage, pour la première fois, est sorti il y a la semaine dernière, je crois, où la proportion d'Américains soutenant la Palestine est passée devant celle soutenant Israël. Et en plus de ça, je crois qu'il y a plus de 60% ou 70% des Juifs américains qui considèrent que l'État de Palestine, l'État d'Israël est un État génocidaire. 60 ou 70%. Donc ce qui est en train de se passer aux États-Unis en ce moment, qu'on n'étudie pas suffisamment, cette métamorphose totale de l'opinion, c'est un point excessivement important. Et je pense que, pas plus Trump que les députés d'ailleurs, tu as vu que maintenant, les députés qui se présentent aux prochaines élections, dans les questions, on leur dit « Est-ce que vous nous garantissez que vous ne recevrez pas de l'argent de l'AIPAC ?» Et ils disent « Oui, peut-être. » Répondez à la question. Donc ça va devenir un signe d'infamie, c'est-à-dire, vous qui êtes député de la nation américaine, vous prenez de l'argent pour défendre les intérêts d'une autre nation qui n'est pas l'Amérique. Alors, je voulais justement vous faire réagir sur ça, sur les conservateurs américains, ou les nouveaux conservateurs. Donald Trump a pris avec lui dans son équipe un personnage très important qui s'appelle J.D. Vance, qui caractérise, on va dire, ces nouveaux conservateurs, qui est assez discret sur les questions israéliennes d'ailleurs. On note qu'au niveau de la base MAGA, et en particulier chez les jeunes, il y a vraiment un retour du conservatisme, notamment sur les campus universitaires. Les thèmes, justement, l'inféodation totale à Israël, qui est un acquis aux États-Unis,
également le soutien à l'Ukraine, etc., sont remises en question par cette base. Bien Je ne sûr. peux pas imaginer que Donald Trump ne soit pas conscient de ce qui se Mais passe. c'est pour ça que je pense qu'il peut trahir Netanyahou demain matin, Oui. parce que je pense que sa position va devenir de plus en plus intenable. Aujourd'hui, son opinion est contre lui, un certain nombre de lobbies sont contre lui, ceux qui sont encore avec lui, ce sont ces députés, ces sénateurs qui, eux, doivent leur survie politique pour l'instant à l'AIPAC. Oui. Mais là, je dirais que la marée monte, à un moment donné, elle va lui arriver là, il va retourner sa veste. Mais on l'a vu au niveau de l'Iran, au niveau des frappes américaines en Iran, où là, tout à coup, Steve Bannon, Tucker Carlson, Joe Rogan, Madame Green également, enfin, tous Charlie Kirk, ces gens-là, et lui-même. Charlie Kirk ont été voir Trump en lui disant « Attention, là, tu trahis ta Oui, promesse. » tout à fait. Voilà. Donc il y a véritablement une métamorphose au niveau de l'opinion publique américaine, et je pense que le Hamas, qu'on présente comme des espèces de tueurs, enfin, ou ils sont extrêmement intelligents, et ils ont compris que la guerre se gagne. On gagne une guerre insurrectionnelle par la politique, pas par le militaire. Parce qu'au niveau du militaire, vous n'êtes pas sûr de gagner parce que vous n'avez pas une véritable armée. Vous avez des bandes. Et vous gagnez avec le temps aussi. En maintenant une certaine insécurité, ils n'ont pas besoin d'écrabouiller le Tsahal. Ils ont besoin simplement de tuer, je dirais, 2-3 soldats ou 5 soldats toutes les semaines, et Tsahal ne pourra pas tenir 3 mois, 6 mois ou 1 an de plus. Ils ne peuvent pas, ce n'est pas possible. Donc, et par contre, ce qui est excessivement important, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se gardent dans l'opinion publique l'image des victimes. Il y a une course à la victimisation. Et Israël s'est fait totalement déborder dans cette affaire depuis le début. Et là, Israël n'aura plus les otages. Et là, Israël n'aura plus des otages. Donc s'ils continuent à bombarder, ils diront, vous voyez, nous on a rendu les otages, mais eux, ils se comportent comme des salauds. D'autant que Netanyahou avait dit, si les otages reviennent, la guerre s'arrête. Oui, mais on sait bien qu'il ne le fera pas. Enfin, il va essayer de faire autrement. Donc la question, c'est avec Trump. Est-ce que Trump, je dirais, a suffisamment la pique dans les fesses de ses propres opinions pour se dire si je veux rester en place, il faut que je trahisse Netanyahou comme j'ai trahi les Iraniens, comme j'ai trahi les Qataris, comme j'ai trahi tout le monde. Est-ce que maintenant je vais trahir Netanyahou et est-ce que je vais forcer? Parce que si l'arme absolue, c'est dire on arrête de livrer les armes, on arrête le pognon et en 24 heures c'est fini. Donc est-ce qu'il va le faire dans ces conditions? La première phase, à mon avis, ne garantit strictement rien. D'abord, les Israéliens ont dit, nous on s'arrête sur les lignes où on est aujourd'hui. Donc, est-ce qu'ils vont véritablement se retirer sur les lignes bleues? Dès ce matin, là, les véhicules israéliens sont en mouvement pour se retirer. Et les snipers, ils sont Il y a déjà des images. J'en sais rien, mais vous savez, aujourd'hui... voilà. Non, mais bien le savoir. Voilà, en tout cas, il y a des lignes qui ont été définies et négociées et signées. Et je pense que cette première partie, parce que c'est le retrait de l'armée israélienne qui conditionne la libération. Voilà, c'est ça. En tout cas, à mon avis, cette première partie est juste un déclenchement de quelque chose. Mais la véritable partie dont on ne parle pas, c'est... Et la Palestine dans tout ça. Oui, on ne parle pas de la Cisjordanie. Je veux dire, Netanyahou a toujours dit, et Sharon avant lui qui avait fait une déclaration devant le Parlement américain en 2000 et quelques, où il disait pour coloniser la totalité de la région, nous en avons encore environ pour 50 ans. Il l'a dit à l'époque aux Américains en disant nous allons coloniser tous, sous-entendu nous les chasserons, nous les tuerons tous, et nous en avons à peu près pour 50 ans. Donc c'est affirmé par le Likoud depuis que le Likoud existe pratiquement. Enfin, on notera que Sharon a quand même été responsable de l'évacuation de Gaza. Oui, pour d'autres raisons, pas parce qu'il voulait donner la liberté au peuple palestinien, parce qu'il pensait qu'il valait mieux être à l'extérieur du nid de guêpe qu'assis dessus. Bon, c'est en quoi il n'avait pas forcément tort. François Martin, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. J'imagine qu'on vous retrouvera très prochainement sur la chaîne YouTube Omerta. Oui. Merci de votre visite. Quant à vous, j'espère que vous avez apprécié cette émission comme toujours, que vous reviendrez encore plus nombreux la semaine prochaine pour assister
au prochain numéro du Grand Entretien. D'ici là, passez une excellente journée. Portez-vous bien et à très bientôt.